Alors, je suis enchantée, au nom de toute l'école de Design Analyse, de recevoir Jean Nodin pour une séance où il va nous présenter son livre qui est paru chez Encre Marine en 2023 à l'automne et qui s'intitule La salive, Don Quichotte, le chien, le nuage. Quelques autres petits paquets de philosophie clinique et appliquée. Donc, cet ouvrage vient après bien d'autres écrits, des articles scientifiques, mais surtout un précédent ouvrage philosophique qui était issu de sa thèse en philosophie avec Eliane Escoubas et qui s'est intitulé Les voix et la chose et qui était paru en 1997. Je dis juste que Jean Nodin est un élève d'Arthur Tatossian, qu'il est professeur de psychiatrie à Marseille, à Sainte-Marguerite, et, et que je lui laisse la parole, tout simplement. Alors, merci. Donc, on m'a demandé de parler un petit peu fort. Je vais essayer. Est-ce qu'on m'entend au fond comme ça? Bon, je vais essayer et surtout de maintenir le rythme et la sonorité jusqu'à la fin, parce que je suis un peu comme les schizophrènes, je fais du fading en fait. Et ça s'efface petit à petit et puis je finis par disparaître. Et donc, euh, au départ, pour vous présenter ce travail, je comptais faire simplement une lecture d'un des chapitres. Et le chapitre que j'avais choisi s'intitulait Le chien. Je vais faire cette lecture, bien que hier, quand j'y ai pensé, ça m'a énormément gêné. Je n'ai pas vraiment l'habitude de me prêter en fait à ce genre d'exercice. Et me lire moi-même m'a toujours un peu dérangé. Et en même temps, ça me fait aussi plaisir de pouvoir le lire parce que ça me fait plaisir que vous entendiez ma voix et que je puisse aussi entendre la vôtre et qu'il y ait une espèce d'interaction. En même temps, je me suis dit que si je devais présenter ce livre, la première chose, et je pense que c'est la plus difficile, allait être d'expliciter et de parler de son titre. Parce que même moi, je n'arrive pas à me souvenir de son titre. Et il est tellement compliqué, il est inclassable. Par exemple, dans une librairie, on ne sait pas euh, sur quel présentoir on peut le mettre. C'est pareil sur Google ou c'est pareil sur. En fait, il entre dans rien parce il est un petit peu de tout. Dedans, il y a des dessins, dedans, il y a des textes qui sont parfois plus poétiques que philosophiques, ou en tout cas des textes qui servent vraiment à rien. Et en même temps, je crois qu'il y a la transmission d'une méthode. Et j'aurais aimé parler aussi de cette méthode. Donc, avant de vous faire une espèce de lecture du chien, je voudrais présenter la méthode. Alors, en général, il est vrai aussi que euh, c'est en fait un livre qui est un recueil d'articles très différents, écrits sur une période de 10 ans à peu près, mais qui sont un peu l'accomplissement en fait d'un travail permanent depuis que j'ai commencé la psychiatrie. En fait, j'ai commencé la psychiatrie avec un certain intérêt pour la philosophie, ou la philosophie avec un certain intérêt pour la psychiatrie. Et euh, à dire vrai, aujourd'hui, je suis psychiatre depuis 45 ans. Donc, je suis vieux et c'est un peu un texte d'un vieux qui se rappelle ce qu'il était d'une certaine manière. Alors, c'est pas très éloigné du dîner de tête, mais c'est aussi des questions, c'est aussi des questions sur les rapports du soi et du monde. Et en général, j'ai plutôt l'habitude de commencer ces textes et parfois de ne jamais les écrire, de les commencer purement oralement. Et en fait, je travaille
oralement, souvent à partir de dessins. Le livre comporte un certain nombre de dessins aussi, qui sont plus ou moins aboutis. Et par exemple, là, cette première diapositive, j'ai en fait écrit cette présentation sur des post-it. C'est pratique, les post-it, ça colle, donc on ne les perd pas. Et il y a une petite série de post-it. Et donc, euh, là, vous voyez le chien comme design. Bon, c'est en fait une encre que j'ai faite, c'est une petite encre. Et c'est d'après le chien de Goya, que Goya avait peint sur son mur. Et en fait, c'est un de mes amis et élèves qui m'avait dit, m'avait envoyé le chien de Goya, que j'ai toujours beaucoup admiré. Et en me disant, tu connais, etc. C'est Jean-Arthur Micoulot qui m'avait envoyé le. Et effectivement, moi, j'étais allé voir ce chien. Et j'ai dans ma vie euh, dessiné ou peint beaucoup de chiens. Pas d'une façon indifférente philosophiquement. Et c'est un petit peu de ça que je vais parler. Parce que quelque part, le chien, euh, au fond, c'est un peu quelque chose comme l'objet de la psychanalyse ou de la psychothérapie, où le chien, c'est un corps, d'une certaine façon. Et euh, on ne voit pas ce qu'un chien pourrait ne pas avoir d'humain. Et évidemment, ça questionne à Heidegger, par exemple. Je pense à Françoise Dastur, je pense à une conférence de Françoise Dastur où, euh, dans une perspective très heideggerienne, le, le chien était pauvre en monde. Ça questionne. Euh, Quand on a fréquenté des chiens, c'est pas vrai, d'une certaine façon. Et c'est en tout cas, euh, ça pose la question de la vérité du design du chien. Comment c'est possible de penser le design du chien? Donc l'origine de cette conférence est un peu partie de là. Elle est aussi partie d'un autre travail, d'un cours que j'avais eu à faire dans un euh, truc d'épistémologie de la biologie, où la question qui se posait était une question éthologique autour de la possibilité de la dépression du chien. Et c'était des vraies questions. Donc je pense que je vous parlerai de tout ça. Et puis dans le même temps, j'en profiterai sans doute, au fur et à mesure en tout cas, pour vous parler de la méthode, au fond. Alors je trouve ça un peu prétentieux d'en parler comme ça, mais la méthode euh, avec laquelle je travaille, je pense, aussi bien en psychothérapie que dans la psychiatrie de tous les jours. Je fais de la psychiatrie dure. En fait, mon travail, c'est vraiment un travail de psychiatre. Je suis comme tous les psychiatres. Et c'est-à-dire que euh, on travaille avec la vie quotidienne. Et notre clinique naît de la vie quotidienne. Et il y a donc tout un aspect de cette clinique, la pensée de ces formes cliniques, en tant que pensée de la forme. Et c'est aussi quelque chose dont j'aimerais parler. Et en tant que pensée de la forme, ça pose une question sur la façon dont on peut accéder à ce qui préfigure ces formes. Et la façon dont l'accès à cette préfiguration des formes fait que il y a un lien intime entre le dessin, la poésie, l'éthologie, la philosophie, la psychiatrie, la psychologie, la psychanalyse. Et je crois que j'aurais aimé parler de ça. Ce qui pose aussi, par exemple, la question de l'objet. Je crois que euh, il y a un psychanalyste, en tout cas, pour moi, la phénoménologie n'est pas très éloignée de la vision de deux psychanalystes. D'une part, Winnicott, et d'autre part, Bion. Winfried Bion. Oui, ben oui, ben oui, ben oui. Et Winfried Bion, en fait, il a énormément écrit sur le présent et sur le présent de la séance. Et en fait, une partie de ce travail autour du chien va questionner le présent du chien comme un présent intersubjectif. Et donc quelque chose qui naît et qui est quelque part à l'origine, à la fois concomitamment du sujet et de l'objet. Et donc ce qui est là devant nous et qui
et qui, d'une certaine façon, est là comme nous. Donc, va se poser la question du sol, du sens. Comment on est le sens sur un sol d'évidence et comment ce sol d'évidence est nécessairement intersubjectif. Et comment, pour pouvoir décrire ce sol d'évidence nécessairement intersubjectif, il va falloir certainement euh, questionner l'équilibre entre le soi et le monde, entre le soi et les autres soi, entre le soi et l'ego, entre tout un aspect transcendantal que la, l'enfermement de la phénoménologie husserlienne, par exemple, au moins celle du départ, dans l'ego, euh, n'a pas autorisé tout à fait, qu'il a questionné. Et puis, l'enfermement qu'il le veuille ou non, de la pensée heideggerienne dans une pensée du langage, qui n'a pas tout à fait questionné non plus, qui nous amène à forcément penser le corps et la vie euh, comme quelque chose de fondamental et de premier, et qui est de l'ordre de l'antre, de l'intercorporel. Et tout ça me paraît très difficile à raconter. L'un des problèmes de la phénoménologie, c'est que c'est difficile à raconter. C'est très vite, pardonnez-moi, ennuyeux. C'est très vite, quand c'est très intellectuel, très compliqué, très théorique, et ça nous éloigne énormément de ce que c'est censé décrire. Le côté hyper réflexif de la phénoménologie nuit à la phénoménologie. Et donc, il faut trouver d'autres moyens pour faire passer cette méthode. Et c'était un peu ça le principe de ce livre, de chercher d'autres moyens. Et c'est pour ça que dans ce texte, il est parlé de petits paquets. Là, vous voyez des tas de petits paquets qui s'ordonnent les uns entre eux. Le langage de l'informatique a inventé le réseau de communication par paquet. Et cette idée du paquet est, à mon avis, quelque chose d'essentiel à l'écriture. Et le langage informatique, quelque part, n'est probablement qu'un cas particulier de l'écriture par paquet, qui est peut-être notre façon d'écrire à tous. Donc ça nous questionne. J'écris habituellement par paquet, et donc ce texte sur le chien que je vais vous lire est un peu inspiré par cette idée de l'écriture par paquet. C'est un texte que vous entendrez sans doute euh, rythmé par une succession de paquets d'une quantité à peu près égale de trucs dedans, à l'intérieur. Alors, c'est des trucs qu'on appelle des mots, mais c'est des paquets de mots. Voilà. Et c'est très proche de la poésie en ce sens-là. Et l'articulation de ces paquets entre eux suit un certain rythme. C'est quelque chose qui est assez minuté. C'est-à-dire, je ne vais pas le dire, mais je sais exactement combien de minutes va durer ma lecture. Ça, c'est un truc bêtement universitaire. Je veux dire, il faut qu'un cours finisse à l'heure, etc. C'est un truc que j'ai appris. J'ai un très mauvais souvenir d'avoir fait un cours sur l'hallucination en allemand, langue que je ne parle pas, qui était censé commencer à 11 heures, qui devait finir à midi, qui a fini à 4h15 avec le repas à l'intérieur. C'est un mauvais souvenir parce que je crois que personne n'a écouté ni n'a compris. Euh, c'est d'autant plus que mon accent n'est pas parfait. Donc, depuis, j'ai appris à écrire par paquet, bien minuté, par des nombres de mots, aussi parce que je me suis aperçu que déjà au collège, euh, dans ma génération, ça n'était pas encore à ce point-là, mais déjà au collège, les futurs scientifiques, les futurs étudiants, apprennent à écrire en comptant. Et donc, il y a dans ce livre un des textes qui s'appelle Compter pour écrire. Et le fait de compter pour écrire, c'est quand même très proche de la méthode de l'Oulipo. C'est une contrainte. Il y a quelque chose qui fait que l'auteur choisit une contrainte au départ, même si cette contrainte lui est un peu imposée par des normes éditoriales. Et donc cette contrainte de devoir choisir, par exemple, la plupart de ces articles, pour certains, ont été traduits en anglais et rentrent dans une quantité de mots limitée à 5000.
ce qui est à peu près la norme habituelle. Et c'est absurde. C'est absurde, mais ça forme l'écriture. Et donc, ça forme le style. Et en fait, toute la question à ce moment-là est de savoir comment le style se forme et comment il est encore possible d'avoir un style philosophique ou un style politique, poétique, pardon, politique à la rigueur, parce que c'est aussi une question de normes, et comment avoir un style dans quelque chose qui est aussi normé. Et on s'aperçoit que la plupart des auteurs de textes purement scientifiques se posent ce genre de questions. J'ai par exemple cité dans ce texte sur Compter pour écrire, ce qui n'est pas celui que je vais vous lire aujourd'hui, j'ai cité un texte d'un biologiste moléculaire qui avait travaillé sur les, euh, les huiles essentielles. Il travaillait pour des marchands de parfums et il faisait des publications très efficaces sur les marchands de parfums et sur les huiles essentielles. Et donc, il avait travaillé sur l'encens. Et il avait inscrit dans son texte sur l'encens les acides olivaniques, donc, il avait inscrit une petite proportion de récits euh, plus transcendantaux et plus bibliques, plus mystiques, etc. Par exemple, il avait compté le nombre de fois où le mot encens est cité dans la Bible. Alors, curieusement, c'est assez peu, c'est cité 21 fois. Et c'est curieux parce que il y a quelque chose donc de la numération qui renvoie d'une façon très poétique à la petite proportion d'esprit que l'on doit conserver dans un article scientifique pour qu'il attire le regard. Et pour qu'au travers des moteurs de recherche, il puisse avoir une certaine visibilité. Et là, par exemple, la visibilité de ce mot encens sur cet article sur les acides olivaniques, qui le vendait très cher. D'ailleurs, il a fallu 5 kilos euh, d'huile essentielle pour extraire 2 grammes d'acide olivanique. Euh, C'était une publication d'ailleurs qui était faite à l'origine ailleurs. Ce n'est pas tout à fait indifférent. Et donc, c'est là où on fait tous les parfums, quoi, Grasse, etc. C'est là où il y avait Fragonard. Donc, c'est intéressant de voir que ce marché était quelque part animé par la reconstruction d'un style et que, au fond, ce qui comptait, c'était le style. Et ça, c'est quelque chose dont je suis persuadé, ma longue introduction va finir à peu près là, je suis persuadé que ce qui compte, c'est le style. Pour pouvoir traduire, c'était une idée de Tatosian, qui pensait aussi que, au fond, euh, le Dasein était quelque chose, alors c'était très inspiré par le Binswanger. Euh, il y avait le Binswanger des Grundformen, et puis il y avait le Binswanger aussi, à peu près écrit à la même période, il y avait le Binswanger des Dreiformen, des trois formes de la présence manquée, qui était un exercice de style quelque part. Et c'est aussi pour ça que je cite l'Oulipo quelque part. C'est en souvenir des exercices de style de Queneau. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est de l'ordre du style pour saisir la trajectoire du Dasein d'une certaine manière, ou le monde, et de prolonger quelque part l'époquée comme méthode vers quelque chose d'esthétique, vers le style, vers l'essence, vers le style d'essence. Et la phénoménologie, la méthode phénoménologique à proprement parler, se trouve peut-être là. Donc elle se trouve peut-être autant en France chez Paul Valéry que chez Merleau-Ponty et ainsi de suite. Il y a donc quelque chose de cette tradition euh, phénoménologique, d'une esthétique, du mouvement du corps, qui est quelque chose, à mon avis, qui est fondamental. Et qu'on retrouve aujourd'hui dans pas mal de publications anglo-saxonnes, en particulier, qui réintroduisent quelque part la psychothérapie sous l'angle corporel, intercorporel, transsubjectivant, sous l'angle de la danse, par exemple. On en a parlé avec Judy tout à l'heure. Alors, quand je parle fort et vite, j'ai tendance à manger les mots. Euh, ben, vous n'allez pas tout comprendre. C'est comme ça. Voilà. Donc, ce genre de petits schémas a meublé euh, mes moments intimes, on va dire, mes voyages en train,
En fait, à chaque fois que j'ai fait de la théorie à minima, euh, il y a quelque chose qui se traduit par des schémas. Et ces schémas sont articulés les uns avec les autres, là aussi comme des paquets. Et pourquoi il y a cette diapositive? Vous verrez qu'à certains moments dans ce texte sur le chien, je parle de questions autour de la filiation. Et en fait, je voudrais revenir quelque part à ce qui a animé mon travail au départ. J'ai un petit peu envie de parler de moi, en fait, ou en tout cas de la façon dont je suis venu à la psychiatrie phénoménologique. J'ai rencontré Tatosian dans la première année de mon internat. En fait, avant, j'avais fait d'autres trucs, et j'avais un petit peu lu. En fait, j'étais assez passionné par la philo. Et c'est vrai que la rencontre de ce psychiatre philosophe qui ne voulait pas d'élèves, qui ne voulait pas qui se préoccupait peu de transmettre, alors qu'il passait son temps à transmettre, mais qui s'en préoccupait peu sur un plan, semble-t-il, théorique, tout au moins c'est ce que je croyais, m'a énormément travaillé. Et en particulier parce que la phénoménologie me semblait être quelque chose qui euh, pêchait par une difficulté qui avait toujours été la même, la mienne. Je suis enfant unique. Enfin, c'est un premier exemple. Il me suffira de dire ça pour rendre compte des choses. C'est qu'en fait, et l'autre, où il est l'autre? Dans la phénoménologie, où il est l'autre? Et cette question euh, de l'autre, de l'autrui, dans la phénoménologie, de l'autrui, de l'autre comme chose, de l'autre comme étrange, de l'autre comme étrangeté, de la bizarrerie, était quelque chose qui m'avait toujours questionné. Et cette question de la bizarrerie est restée présente du début à la fin. C'est la raison pour laquelle j'avais commencé à travailler euh, en adaptant la phénoménologie à la bizarrerie des détails. Et donc, en essayant de faire une sorte de micro-phénoménologie des détails. Et c'est là que vous retrouvez le sens du titre. C'est qu'au fond, dans le sens de ce titre, il y a euh, quelques détails qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres et qui sont mis bout à bout. La salive, Don Quichotte, le chien, le nuage, ça semble ne pas avoir de rapport. Et pourtant, tous ces petits paquets de mots ont un rapport essentiel. C'est la question fondamentale de l'autre dans le même. C'est la question de l'autre qui est fondatrice de l'origine. C'est la question de l'autre qui est déjà là avant moi et avant mon origine, ou de l'autre qui est dans mon origine. Et c'est une question qui a été formulée aussi par Derrida, par exemple, ou c'est aussi une question qui est formulée d'une certaine manière par Richir. En fait, je crois que c'est la question de la phénoménologie, dès l'instant où elle cherche sa méthode, c'est qu'en fait, elle ne peut se pratiquer qu'au contact de l'autre, mais seule. Et que ce paradoxe qu'il y a à penser à être seul au contact de l'autre pour créer quelque chose de façon à revenir à l'autre, c'est quelque chose qui s'apparente aussi à la succession des générations, à la filiation. Alors pour la petite, pour rire un petit peu, parce qu'il faut souffler un peu, euh, tout à l'heure on parlait de DeepL. J'ai demandé à traduire, j'ai demandé à DeepL qui n'était pas très adapté à la phénoménologie, de me traduire filiation. Il m'a traduit par pédigré. Donc, à propos du chien, c'est pas mal, c'est adapté finalement. Et ces questions de la filiation des idées, par exemple, la notion de fil conducteur et le lien que cela peut avoir avec la filiation. Il y a un fil conducteur et quelque part une filiation entre tous ces petits paquets qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Et le fait de les mettre bout à bout exprime quelque part la question. C'est pour ça que le titre suit par quelques autres petits paquets de philosophie clinique, parce que lorsqu'on s'intéresse aux détails de l'expérience, on s'aperçoit qu'il y a un moyen, par le détail de l'expérience, de revenir à une compréhension du Dasein à la fois comme totalité, et comme différence, et comme origine, et comme genèse, ou comme genèse et comme généalogie.
Alors j'ai bien sûr le souvenir de la thèse de Derrida sur Genèse et généalogie et d'un article qu'il avait écrit sur Geschlecht. Et c'est là-dessus que je vais vous raconter une anecdote qui, pour moi, n'en est pas vraiment une. C'est une anecdote un peu intime, mais c'est quelque chose qui a marqué le lien que j'avais en tant qu'élève manqué de Tatossian. Tatossian ne voulant pas d'élèves, euh, on avait tout le temps le sentiment, à la lacanienne, de s'autoriser de soi-même et de dire ah ben, je suis son élève. Mais en fait, personne n'avait le courage de le dire. On n'osait pas le dire, donc c'était tous entendus et on disait ouais, il n'y a pas d'élève. Alors j'ai remarqué, après avoir partagé un repas avec Maldinet et attention que c'était le même problème avec Maldinet. Il y avait beaucoup d'élèves autour de lui et qui ne s'entendaient pas non plus et qui avaient un certain nombre euh, de questions à poser en fait par rapport à cette filiation et par rapport à Maldinet lui-même. Tato était très ami avec Maldinet et Tato était aussi très ami, Tatosian, avec un homme qui s'appelait Jean Guyotat, qui était le frère de l'écrivain, qui était lui-même psychiatre à Lyon. Et il y avait un axe, quelque part psychopathologique dans les années 80, entre Lyon, Paris et Marseille, entre Fédida, Guyotat et Tatossian. Et c'était un axe qui, à ce moment-là, était assez fort. Seulement, c'était des gens qui étaient déjà quand même assez âgés dans leur avancée théorique. Et Guyotat avait théorisé énormément de choses autour de la filiation. Et je pense à Istvan, en fait, autour de la notion de instituant et institué. Et il y avait des questions qui étaient posées par Guyotat, qui étaient aussi des questions à la phénoménologie. Des questions qui étaient également posées par un psychanalyste d'alors qui avait écrit le, le psychanalyste sans divan, Racamier, qui était aussi inspiré par la phénoménologie, et tous, quelque part, avaient introduit une phénoménologie du soin centrée sur la question de la génération et du possible déni de la filiation. Et on pouvait voir dans la pratique de l'époquée euh, phénoménologique quelque chose qui pouvait se fonder, comme l'époquée que font les schizophrènes, dans un déni de la filiation. Et c'était autour de la théorisation de ce truc-là qui était quand même très compliqué. D'abord, c'était impossible à publier. Ce que j'ai commencé à écrire est devenu impossible à publier à partir des années 90, sauf en le déguisant un peu. Et ce qui questionnait à ce moment-là, c'était bien cette question de la genèse, de la généalogie, de la dimension transcendantale des questions qui peuvent être posées par la filiation, non seulement au fil des générations, mais dans la construction des évidences naturelles. Et cette construction des évidences naturelles, elle tournait autour de ce que Derrida appelait la Geschlecht. Et il y avait vraiment des questions qui étaient posées dans cette question de Geschlecht, qui était... Il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais chef de clinique chez Tatosian et que j'avais trouvé chez un auteur japonais, parce que Tatosian était traduit en japonais, et donc les jeunes gens qui étaient venus traduire Tatosian en japonais étaient devenus mes amis, et ils m'avaient invité en retour au Japon, et j'étais parti donc travailler au Japon avec Bin Kimura. Or, Kimura travaillait essentiellement sur le, sur l'autre, sur l'AIDA, sur le temps, sur la façon dont l'autre et le temps sont liés, dont l'espace et le temps sont liés dans un écart fondateur, qui est un écart au sein de l'origine. Et la question que posait Kimura dans son séminaire était une question autour non pas du un et du multiple, mais du lien qui peut exister entre ce qui est entre à l'intérieur de nous et ce qui est entre moi et l'autre, tel qu'il est là concrètement, et ce lien qui existe et qui fonde un écart est fondateur du temps, est fondateur d'un espace, et qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'espace et de temps sans cette naissance première, originaire dans ce qui est entre les hommes. Et cette théorie-là était tellement passionnante, proche de, proche de ce qui est naturel dans la langue japonaise, où le même mot aïda veut dire entre et pendant, et où il y a cette question donc de ce qui est là, de cet écart qui se creuse là devant moi, et qui est vraiment
quelque part le propre du Dasein et du soi et du monde, de cet écart qui se creuse là devant, euh, tout contre, et qui est ce dans quoi va pouvoir se déployer l'horizon depuis mon origine, et dans quoi je vais rencontrer l'autre comme, d'un même point de vue perspectiviste, cofondateur du temps, cofondateur de l'autrui, cofondateur de la naturalité des évidences, et bien tout ça, on le vit en commun avec un chien ou un animal en général. J'ai constaté que dans ce monde qui va de plus en plus vite, il y a par exemple de plus en plus de gens qui adoptent des escargots. Et enfin, c'est vrai, je ne dis pas des bêtises, je dis que beaucoup de gens qui ont des pathologies chroniques graves adoptent des escargots et vivent au rythme des escargots d'une certaine manière. Euh, c'est pas qu'un signe des temps, c'est une question de l'intercorporéité, c'est une question qui est posée par le fait que nous confondons avec d'autres vivants euh, l'humanité du monde, en fait, la vivance du monde. Les auteurs espagnols, ils parlent de vivance. C'est c'est cette vie première. Alors, je sais bien que on pourrait questionner énormément d'auteurs philosophiques et faire des citations à partir de ça. J'en ferai pas. Euh, à partir de ce moment-là, on se perd et on se perd dans quelque chose qui ne peut plus être simplement montré. Et il y a quelque chose d'un enchaînement de la filiation, d'un temps circulaire à l'origine qui ne peut pas être montré autrement que par l'image, par exemple, ou que par le. Attention, souvent, disant oh, c'est la question de la poule et de l'œuf. Mais cette question, moi, elle m'a habité tout le temps. J'ai retrouvé, quand j'ai pris sa place indirectement, quelque part, en prenant son poste, le vieux mémoire que je lui avais dédié, et je lui avais écrit une petite. En espérant que l'histoire de la poule et de l'œuf ne vous ait pas fâché. Et cette question, elle est fondamentale, l'histoire de la poule. Qui crée la poule? Qui crée l'œuf? Ainsi de suite. Si vous demandez, alors c'était un premier article que j'avais écrit avec un de mes amis japonais sur la bizarrerie, qui citait Wallon, Henri Wallon, qui avait interviewé de longs passages d'entretien avec les petits-enfants, tout petits, au sujet de la naissance du monde, en fait. Et Wallon interrogeait les enfants et leur demandait alors qui a fait la poule, l'œuf. Et il y a des pages et des pages que je citais dans cet article, qui à cause de ça était impubliable, évidemment, euh, des pages et des pages de réponses d'enfants sur la logique de filiation et de fil conducteur qui organise la génération, la généalogie et la genèse, en fait, du sens même de la naissance et de la croissance au travers du rapport de la poule et de l'œuf. Et c'était très drôle parce que ces textes disent les enfants ont une hypothèse marchande, par exemple. Oui, bien sûr, les poules viennent des œufs, et bien sûr, les poules pondent des œufs, mais où on trouve les poules et les œufs? On les trouve chez le marchand. Donc, ils viennent de chez le marchand. Et puis l'autre hypothèse, c'est, après qu'un enfant soit longuement questionné sur qui a commencé de la poule et de l'œuf, l'enfant répond un peu épuisé en disant, ben, qui fait les œufs? Ben, c'est les grosses poules. Et cette réponse bon, m'avait fait rire parce qu'elle est quelque part vraie. Elle est aussi vraie que la réponse dans le monde de la vie qui dit que ben, c'est c'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est le Soleil qui se couche. Et c'est du même ordre, c'est-à-dire c'est une question qui est une question philosophique par essence et que l'on va retrouver tout particulièrement en vivant avec un chien. Alors, donc je vous disais que j'avais dessiné beaucoup de chiens. Le regard du chien est quelque chose qui est... alors celui de droite est à l'encre, celui de gauche est à l'huile. Ils n'ont pas la même taille, mais bon, c'est des chiens.
Ça, c'est un des textes que j'avais écrit au départ. Enfin, un des textes. Ce n'était pas un texte à ce moment-là. C'était autour du chien Hachiko. Vous avez sans doute vu ce film, qui est un film américain, autour de ce chien qui a attendu son maître pendant 8 ans à la gare de Shibuya à Tokyo. Son maître était travaillé dans une école en périphérie. Il accompagnait son maître chaque fois à la gare, et puis chaque fois le soir, il attendait son maître. Le maître revenait. Et puis un jour, le maître ne revient pas, il fait un infarctus au travail, comme plein de Japonais, et, euh, et le chien attend toujours. Et ce chien est devenu euh, célèbre au Japon parce qu'on lui apportait à manger, etc. Pendant 8 ans, il est venu attendre. On lui a fait sa statue d'ailleurs. Et ce rapport du chien au maître et du maître au chien ou du chien à l'homme plus généralement, ce rapport d'accompagnement réciproque, il est quelque part de l'ordre du soin, de l'ordre de l'amour, de l'ordre donc du soi, et non pas de l'ego ou de quoi que ce soit d'autre. Et il est de l'ordre des valeurs, il est de l'ordre des... Et c'est tellement symbolique que... Alors, j'ai cherché aussi euh, euh, cette idée-là en dessinant des chiens et en les dessinant dans l'instant. Or, il y a quelqu'un qui nous a tous appris à dessiner des chiens comme à dessiner des chevaux en mouvement dans l'instant, c'est Edward Muybridge. J'ai commencé à dessiner des chiens en fait en me rapportant des dessins à des photographies de Edward Muybridge, mais il y a de ça une trentaine d'années, après avoir vu une toile de Bacon sur un chien où le chien était représenté justement dans plusieurs instants du mouvement et où sa corporéité, donc quelque chose qui se situait entre le temps et l'espace, était très inspiré de Muybridge. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à dessiner des chiens. Dans le même temps aussi, j'ai commencé à dessiner des autoportraits de quelqu'un d'autre. Et avec dans le livre, il y a un autoportrait de Heidegger, par exemple, signé d'ailleurs, euh, qui se questionne sur l'anxiété. Alors Heidegger descend de sa maison, il a l'air terrifié, oui, il est à la gare, il descend de la maison de son père, etc. Euh, il manque quand même une dimension plus propre de l'amour. Et là, j'ai dessiné Muybridge jeune, à 25 ans, avant qu'il fasse les dessins. Voilà. Donc, c'est sur un post-it aussi. Voilà. Donc, non, c'est pas encore fini. Maintenant, si vous voulez, une fois que je pense que vous comprendrez mieux comment est-ce qu'il nous reste du temps? Bon. Et donc, vous allez entendre, j'espère, que euh, ça va résonner comme des séries de paquets à peu près égaux. En général, ces petits paquets sont précédés d'un titre. Là, je ne lirai pas le titre, parce que ça rompt le rythme. C'est bien quand on le lit, puis c'est bien parce que ça met de l'ordre, mais là, il n'y a pas besoin du titre. Tout chien, dans la mesure où il peut être rencontré par un homme, incarne à lui seul une forme de la présence humaine. De l'homme, il a le mouvement, les émotions, l'attachement, la familiarité, les valeurs fondamentales, la possibilité d'un monde. Parmi les animaux, le chien n'est certes pas le seul à questionner l'humain, et l'humain n'est pas le seul à le questionner sur son âme, dès lors qu'il le connaît comme un père, comme lui un animal, qui lutte pour vivre, se nourrir, se mouvoir. Luttant pour vivre, manger, tenir debout, trouver sa place. Luttant contre la gravité. Luttant pour faire et défendre sa place. En résonance avec le monde, le climat, l'atmosphère, presque une union, il est l'union du temps qu'il fait et du temps qu'il passe. Alors, je fais une petite parenthèse. C'est ce que l'allemand appelle Stimmung, dont il est question. Peut-être que le chien nous montre vraiment ce qu'est la Stimmung, l'humeur, l'ambiance. Le chien est dans mon monde comme je suis
dans le sien. Il est l'intersubjectivité même, de croisement et de partage. Il est d'un et de plusieurs mondes à la fois. De l'un à l'autre, il passe sans mots, mais non sans âme. Je fais une petite parenthèse. Par exemple, un texte sur Don Quichotte, dans ce même bouquin, évoque le compagnonnage de Sancho et de Don Quichotte, euh, de la même façon qu'il y a un compagnonnage de l'homme et du chien. Et j'ai le souvenir d'avoir fait une conférence comme ça au Chili qui est mal passée parce que j'ai comparé le psychiatre non pas à Don Quichotte, comme on le fait habituellement, mais à Sancho, en disant qu'au fond, le psychiatre, il joue le rôle de Sancho, il accompagne. Et puis de temps en temps, il aide à faire des ponts. Et fin de la parenthèse, ça explique la complexité du titre. Il s'agit de la même chose, au fond. Le chien et Don Quichotte, c'est pareil. Un chien partage volontiers l'instant avec celui ou celle qu'il rencontre. Homme, femme, enfant, animal, taciturne et qu'il distrait, ou volubile qu'il entraîne avec lui dans le jeu. Le chien a rarement peur de l'instant, il devient agressif quand il a peur, l'instant qui précède la peur, est de méfiance. Un chien peut être triste, pensif, sur ses gardes, anxieux ou joyeux. Il est capable de désirer et d'aller vers, d'éprouver durement le manque et allègrement l'avenir immédiat, qui l'inspire et lui fait battre la queue, haleter. Le chien est l'homme du départ et de ses retrouvailles. Un chien peut aller seul vers son destin, errer comme les hommes se déplacent. Là où habite le chien, les hommes se nichent. L'homme bâtit, le chien se couche. Nous ne nous couchons pas que pour dormir. Nous nous couchons pour trouver notre place. Ta place est près de moi. Homme, ta place est près du chien. Chien, ta place est près de l'homme. L'homme qui erre dans la rue le fait souvent avec son chien. Chien et homme errant peuvent rester proches l'un à côté de l'autre. J'ajouterai volontiers que le chien pour l'homme, c'est son inconscient. Par exemple, pour le psychiatre, le chien, c'est quelque chose qui tient plus au contre-transfert qu'au transfert. Et ce texte sur le chien est un texte sur le contre-transfert. Nous qui croyons savoir où aller, enjambons sans les voir ceux qui vivent et couchent dans la rue. Quand l'homme dort, le chien reste vigilant et tend l'oreille. Il peut grogner s'il le faut. Entre l'homme et le chien se jouent de saines substitutions. Un chien sait attendre, ce qui ne veut pas dire qu'il le puisse sans mal. Une trop longue attente, le deuil, font souffrir l'homme et le chien, les laissant dans le noir. L'ombre de l'objet perdu plane sur le moi de l'homme, comme sur celui du chien. Les chiens sont connus des hommes pour leur phobie des oiseaux, du tonnerre, des orages. Ils ont peur d'être cette proie sur laquelle fond déjà une ombre. Ils ont peur du désastre. Être à soi-même l'objet perdu, c'est une autre définition de la dépression. Le chien est très sensible aux ombres, il n'aime guère le crépuscule, et je parierais volontiers qu'une statistique montre un jour que les morsures se font le plus souvent à la tombée du jour, ou peu après. L'anxiété du chien accompagne le coucher du soleil. Je fais encore une parenthèse. Vous entendrez peut-être que ce texte, si j'ai le temps de le finir, malgré tout, euh, a un côté palindromique, et où on peut le lire aussi à l'envers, à partir de la fin. Parce que c'est aussi un cas, quelque part, de Daseinsanalyse, comme Minzanger ont pu en écrire. Et c'est le cas d'un chien. Ce qui nous fascine tant, homme et chien, le crépuscule, c'est que le coucher du soleil est proche de l'hallucination, tout aussi réel qu'irréel, conscience captive de la disparition du monde. L'horizon de la vie crépusculaire est captif de la chute, fantôme du monde, dans l'ombre obscure de la nuit. Qu'il soit sensible à l'ombre est pour l'homme un véritable signe, signe que le chien a un moi. Une note pour le chercheur, pour comprendre les processus qui mènent à l'angoisse,
il faut imaginer des dispositifs fantômes de disparition du moi dans la continuité persistante du monde. Après avoir écrit ce petit paquet, j'ai réfléchi, je me suis demandé si ces dispositifs n'existaient pas déjà, si ces dispositifs expérimentaux n'existaient pas déjà dans les abris de la SPA pour les chiens et dans les hôpitaux, où ils ont à peu près la même fonction de disparition du moi, dans la continuité persistante du monde. L'homme, quand il revient d'un long voyage, est reconnu par son chien ou tout autre vivant ayant le moi sensible et le sens du familier. Avec le retour du maître, se lève à nouveau un soleil familier. La nuit était abandon du moi, perte possible du contrôle. Et que la liberté soit une illusion, une forme d'illusion créatrice, que par analogie entretiennent les oiseaux et les chiens errants, personne n'en doute. On ne se libère jamais qu'à l'instant de l'envol ou dans l'errance de la marche, sans autre but que la balade, recherche du réel. Un patient que j'ai connu à l'asile, c'est un peu un clin d'œil à Tudy, un des amis de Tudy, autrefois artisan, il vivait depuis longtemps et se disait à juste titre poète. Sa mère lui écrivait d'Italie des lettres bienveillantes. Giacomo Tornatore, poète. Hôpital de la Timone, Marseille. Le courrier arrivait. Le facteur lui portait. Poète, c'est un ethos. Restant comme si nous étions son chien, au moment auprès de l'homme qui se savait poète, Giacomo, chaque jour il écrivait un même poème, un haïku. Très beau. Prisonnier. Nous sommes tous prisonniers. Le monde est une geôle. L'homme devient poète pour pouvoir vivre encore dans la captivité. Quand il ne voyage pas par nécessité, soi-disant, l'homme voyage par esprit poétique, en vue d'une hypothétique de narration de soi. Le soi est rapport au monde. Le voyageur s'en va et revient. Le chien reste et attend là, gardien du monde. Il y a une asymétrie des postures. Plus qu'un moi, le chien a comme le poète un ethos. Le chien, attendant le retour de son maître, est un être ouvert, sincère, fidèle, loyal. De même, il accueille avec bonté le visiteur bien connu. Il repousse l'intrus en lui montrant les dents. Il faut avoir eu en rêve tout au moins le sens du départ pour savoir accueillir sans réserve le voyageur qui revient. Ce que fit Argos, qui sut accueillir Ulysse, les caresses son maître, bouchant les oreilles et en remuant la queue. Il faut enseigner à l'homme débutant en rhétorique d'être à la hauteur du chien. Le soin, l'enseignement, la science ont besoin d'un bon départ pour s'accomplir sereinement. Tout dialogue ouvert repose sur un ethos, une chose qui circule pour remplir la condition de félicité. C'est ce caractère, cet ensemble de traits. À moi. Ah, Je vois des gens qui... cet ensemble de traits, merci, qui révèle d'emblée le style d'être au monde et détermine ce que la présence, ce qui à la présence donne un sens, qui prévaut dans le monde qui l'entoure et qui pour elle, qu'elle soit homme, chien ou tic, fait sens. Je voudrais parler de Umwelt quelques minutes. L'éthos est le sens premier que prend l'Umwelt entre nos mains, notre regard, qui avant les mots nous permet de distinguer bon et mauvais, l'amical et l'hostile, pour la tique qui le pique, le bon et le sang sous la peau du chien. Pour le chien, le bon, c'est le monde tout près, l'ici plus que le là, le familier, un maître qu'il aime et le reconnaît en lui, l'enfant, l'adulte, le gardien. Ce chien-là est la nature même qui s'offre à l'homme et à l'animal. Tatosian, autrefois, avait écrit un article qu'on trouve dans ses œuvres complètes sur l'importance de l'animal familier pour le chien. C'est le seul article de pédopsychiatrie qu'il ait écrit. Et ça m'est resté. Ce chien-là est la nature même qui s'offre à l'homme et à l'animal. Le monde du chien ne peut simplement se réduire à celui de son maître. Une grande part de ce que nous savons du monde du chien ne passe ni par les mots ni par les gestes,
mais par la direction de son regard. Une autre part est son odorat. Le chien est réputé pour son flair, sentir, comprendre, flairer son parent proche. L'intuition qu'a l'homme de ce qui est, à laquelle il parvient directement, sans l'aide d'aucun autre sens, est comparable au flair, il est immédiation. L'odorat est le sens de l'espace intime. Si les chiens sont vite dit sans vergogne, les hommes s'habillent de rituels, de culture, pour cacher ce qui rappelle leur propre balbutiement dans l'animalité. L'homme renifle ou hume, mais il manque de flair. Par son flair, le monde du chien est bien plus grand que celui de l'homme. À lui peut-être, à lui seul, le flair est au chien ce que, articulés ensemble, les cinq sens et l'imagination, la fantasia sont à l'homme. Tous préfigurent le réel, l'affirmation originaire du senti. Ce point où se rejoignent le sujet et l'objet dans un comportement qui ni ne les oppose, ni ne les divise, mais qui, non réflexif, portent ensemble dans leur continuité l'action, la perception et l'affect, rapprochent intimement l'enfant, le bébé et le chien. Le chien, d'ailleurs, en joue. Rapporté à son maître, un ami sur lequel il compte pour la renvoyer, une balle, et ne pas s'en laisser, s'en lasser, est un jeu qui préfigure le thème existentiel de la continuité, pour l'enfant comme pour le chien, comparable au forfait. L'odorat n'est pas le seul sens à donner au chien, dans l'oralité, la signification même de l'objet. Un chien sait apprécier le goût, la taille, la texture, plus que la forme de l'objet. Il a appris sa permanence et connaît sa fragilité. Il rapporte sans détruire. Le chien, parce qu'il peut observer, sans la croquer, une souris qui s'agite, tout en mangeant des miettes, est philosophe. C'est la définition du cynisme, du cynique. Le philosophe prend le chien pour modèle. L'homme croit avoir pour lui seul le langage et pouvoir dominer tous les autres en les croquant avec ses mots. L'homme est cynique quand il méprise la connaissance candide du chien. Le chien est, simplement. Il y a un article d'Adorno là-dessus sur un chien dans un rêve, où il se moque de la psychanalyse, où il dit que le chien, c'est pas la castration, mais c'est un chien, point. Le chien est simplement ni canin, ni humain. Le philosophe, homme ou chien, est celui qui ne méprise rien de ce qui se présente et qu'il peut ou non reconnaître comme chien, dirait-on. Je m'interroge sur ce qui conduit certains hommes à en traiter d'autres de chiens. Sur quel trait porte l'injure? Certains hommes, chien signifie traître, c'est qu'ils ont d'abord à ces chiens une confiance irraisonnée, sans la mesure que permettent le doute et l'affirmation du réel. L'expérience de la traîtrise naît d'une immense déception. Ceux qui, faute de pouvoir douter, font à autrui une confiance aveugle, qui ne peut être plus tard que tragiquement déçue, les psychiatres, passionnés d'étiquettes, les appellent des paranoïaques. Paranoïaque est alors, tout comme un chien, une forme civilisée d'injure. Un chien est un chien, ni un symbole, ni une image, mais un être empêtré dans une histoire parmi toutes celles qui constituent le tapis du présent. Il n'y a pas de véritable fossé entre les histoires de chiens et les histoires des hommes. Entre les histoires d'hommes et les histoires de chiens, le travail fait un pont. Quand le chien n'est pas de compagnie, il est d'utilité. Chien de travail, l'homme et le chien sont travailleurs, chien de garde, de chasse, de traîneau, chien truffier, guide d'aveugle, policier, d'avalanche, d'assistance. Par le travail partagé avec d'autres que soi, Schutz appelle ça la réalité de travail. Pour le chien comme pour l'homme, s'ancre et se module le contact vital à la réalité. Créer et recevoir l'ambiance, pouvoir s'en détacher en se mettant au repos et s'y coller à nouveau. Pour que quelque chose comme la réalité soit, il faut comme le chien s'y coller volontiers. Il faut s'y coller. Pour être au travail en harmonie avec le monde, il faut à la fois être capable d'ardeur pour s'imposer et de souplesse pour se soumettre à l'ordre du monde. Y aller. L'ardeur au travail, quand elle est mesurée, est une illustration du sens profond de la reprise. Reprendre son travail après une maladie signifie que l'on trouve à nouveau la force de se dresser
après l'abattement et la peur. Confronté à la démesure de la soumission, faire face. Longtemps, le chien, bon, je vais le dire, je pensais que je risquais de commencer à devenir ennuyeux. Je peux faire plus vite. Peut-être qu'on peut garder du temps pour la Oui, c'est pour discussion. ça. Hein. Oui. Donc, je vais aller. À moins que tu veuilles lire encore Je vais, je vais lire paquet. un mot. En fait, je vais Oui. le commencer par la fin. Parce qu'en fait, il y a énormément donc, de phrases qui tournent autour du burn-out, par exemple, du bon chien. Le bon chien, le chien d'assistance, par exemple, est un chien qui fait un burn-out parce que l'homme lui demande d'aller de plus en plus vite. Et bizarrement, il y a des statistiques qui ont été faites par des vétérinaires sur les chiens qui comparent les chiens de travail ordinaires et sur les chiens d'assistance. Les chiens d'assistance font des burn-out, les chiens qui travaillent dans un métier plus dirigé vers une chose, un outil, ne font pas de burn-out. Et c'est intéressant parce que ça pose dans le rapport du maître et du chien quelque chose qui est de l'ordre de la genèse, de la généalogie, du s'élever ensemble. Et en fait, si les chiens si souvent peuvent s'aimer ou se faire peur, c'est qu'ils sont possiblement bien traités l'un et l'autre de la même façon, quoique chacun à sa manière. En fait, il y a dans le fait d'être traité bien ou mal, quelque chose d'être soigné bien ou mal, quelque chose du grandir ensemble, qui fait que tout ça va laisser des traces du souci, des traces du souci d'autrui. C'est du Winnicott tout craché, ce que je dis là, de la préoccupation maternelle. Mais dans la clinique psychiatrique, il y a quelque chose qui se construit autour de ça et que le chien rend manifeste. Et donc, dans ce travail, j'avançais comme ça, paquet par paquet, et j'en arrivais en fait au cas clinique qui arrive vers la fin. Et je vais simplement vous raconter ce cas clinique. Après vous avoir évoqué l'idée qu'il existerait d'une certaine manière une interspécificité transcendantale. L'idée qu'il y a quelque chose entre les corps qui se situe aussi entre les espèces et qui est aussi d'un ordre transcendantal. Et qu'une question de l'époque fondamentale, de l'époque transcendantale, doit poser cette question de la réduction des espèces. Et que cette question de la réduction des espèces et de la cohabitation des espèces entre elles renvoie pratiquement jusqu'au fondement de la biologie, jusqu'au fait, par exemple, que nos mitochondries sont à l'origine des bactéries, et qu'en fait, ce qui se passe dans le transfert entre les espèces, c'est quelque chose d'un ordre transcendantal pur. Et il me semble qu'il y a une histoire clinique qui peut évoquer tout ça, et que je vais vous raconter assez rapidement, notamment cette question de la transsubjectivation. Et donc, juste, je fais quand même encore une petite parenthèse. Il y a quelque chose dans ce travail à quoi je tiens particulièrement, c'est la question de la posture. Lorsque vous voyez un homme déprimé, quand vous regardez la toile de Dürer sur la mélancolie, vous apercevez qu'il y a une posture classique qui est comme ça. Et on peut penser que c'est simplement bon, de l'esthétique, quoi, que c'est une forme de représentation classique, mais en fait, ça signifie quelque chose de très profond et qui est interspécifique. Parce que le chien qui déprime, il est comme ça. Et il bouge pas. Et il est dans la même posture, les joues euh, faisant un oméga, etc., vers les bras. Il repose son corps par les bras parce qu'il n'a plus la force de s'élever et parce qu'en fait, il montre sa chute. Et ça, c'est quelque chose d'esthétique, purement esthétique, qui renvoie à l'être de l'homme et du chien. Et de la même façon que les positions, les postures de peur. Et voilà le cas singulier. Il est possible de retenir que le chien est un être vivant, parmi d'autres hommes, que lui, tous indifférents à l'espèce, pardon, est touché par son cas singulier. J'avais évoqué auparavant la cohabitation dans la confiance de Schopenhauer avec son chien, Atma, l'âme du monde. Et sur un des dessins, on voit le chien de Schopenhauer. Et là, il va s'agir d'Eliot. Et je vais vous raconter très brièvement l'histoire d'Eliot et de sa maîtresse. Ça peut bien être un labrador ou un caniche, mais c'est un chien bien plus humain qu'un homme, d'une certaine manière.
C'est de l'observation participante, c'est de l'anthropologie. Et en fait, on peut ne pas comprendre un chien du dehors par la psychologie. On ne peut que vivre avec lui pour... J'ai de trop de doigts sur une petite feuille. Servir d'être là. Ah non, c'est pas celui-là, voilà. C'est la dernière page, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas grave, je vais vous la raconter comme ça de vive voix. C'est une dame que je vois en expertise parce qu'en fait, elle a eu le, le visage mordu par un chien. Et voilà comment ça se passe. C'était au crépuscule, en fait, et euh, elle croise elle croise avec son compagnon un chien, pas très loin de chez elle. Le chien est là, comme ça. Et elle a un labrador, c'est un labrador. Et elle se dit, tous les chiens sont gentils. Ils sont tous gentils. Elle lui fait entièrement confiance parce qu'elle reconnaît ce gentil chien qui est un labrador. Et donc, elle approche son visage pour lui caresser le museau. Et le chien est terrifié par cet inconnu qu'il ne connaît pas. Ce chien, en fait, est parti de chez lui. Il ne sait plus comment revenir à sa maison. Il a perdu son maître. Et donc, il est terrorisé. Et évidemment, il a mort parce il est terrorisé. Et elle ne comprend pas du tout ce qui se passe. Ce d'autant plus que, à ce moment-là, son compagnon l'abandonne pour aller frapper le supposé maître du chien quand il le trouvera, parce qu'il ne supporte pas que ce chien soit... Et il veut défendre sa compagne, mais au lieu de la défendre, ce couillon, il la laisse la seule sur la route, elle saigne, etc. Et heureusement, il y a des patients qui la recueillent et qui ont de la peine pour elle et qui l'emmènent à l'hôpital, ainsi de suite. On retrouve le chien, le propriétaire du chien, bon, guéri, physiquement, j'entends, rentrée chez elle. Elle a un stress post-traumatique permanent, assez grave. Et elle se débarrasse de son chien, du Labrador, qu'elle l'emmène dans un abri. Et en fait, ce qui revient dans le stress, c'est l'abandon du chien parce qu'elle s'est sentie abandonnée. Et c'est quelque chose qui est une forme presque de l'état limite. On pourrait l'analyser un peu à la manière des auteurs anglo-saxons sous l'angle de l'état limite. Mais ce qui est essentiel là-dedans, c'est que le rapport de confiance réciproque est rompu et qu'il y a une perte de la sécurité parce qu'il y a une perte de la constitution des évidences et que l'on peut comprendre cette histoire et la gravité que ça peut revêtir pour la personne et pour le chien qu'en comprenant ce que c'est que ce compagnonnage et comment ce compagnonnage était mieux réussi par un chien que par un compagnon. Ça questionne. Je vais m'arrêter là.